Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres que nous allons développer ce soir. À l'heure actuelle, la CENI n'a pas encore dévoilé les noms des candidats, mais la liste définitive des personnes retenues sera publiée par la Cour constitutionnelle au plus tard le 28 janvier. Une chose est sûre, le président togolais Faure Gnassingbé a confirmé mardi sa candidature aux élections du mois prochain qui devrait le voir réclamer un 4e mandat. Au pouvoir depuis près de 15 ans, Gnassingbé a succédé à la mort de son père, Gnassingbé Eyadema. Son parti lui a renouvelé sa confiance. Les instances du parti UNIR réunis en ce jour, ont rendu compte à son Excellence, M. Faure Gnassingbé, président de notre grand parti, de la volonté unanime des militantes et militants de le voir défendre les couleurs de notre grand parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020. À cet appel, il a répondu oui au choix porté sur sa personne. Selon les sources proches de la commission électorale, parmi les candidats enregistrés figurent entre autres Jean-Pierre Fabré, chef de file historique de l'opposition et président de l'Alliance nationale pour le changement, et l'ancien Premier ministre et président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Kodjo Agbenyome. Mais les militants de l'UNIR se disent confiants quant à la victoire de leur parti. C'est lui qui peut nous gérer au Togo ici. Oui. Et déjà, on dirait qu'il est déjà gagné. Le pays a traversé une grave crise politique en 2017 et 2018, marquée par des manifestations gigantesques lourdement réprimées pour réclamer la limitation des mandats présidentiels et le départ du chef de l'État. Mais le pouvoir n'a pas cédé et en mai 2019, les députés ont voté une révision constitutionnelle qui permet non seulement au président Gnassingbé de se représenter en 2020 et 2025, mais aussi de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant les mandats présidentiels. Mercredi, Ankara et Moscou, qui s'étaient déjà imposés comme des acteurs clés dans la guerre en Syrie, ont appelé à un cessez-le-feu en Libye le 12 janvier à minuit. Comme en Syrie, ils ont des intérêts divergents dans le dossier. Nous vivons dans un monde complexe et malheureusement, certaines tendances indiquent que la situation est en train de s'aggraver dans la région où nous nous trouvons. Cependant, la Turquie et la Russie présentent des exemples complètement différents, un exemple d'interaction et de coopération au profit de nos peuples, des nations européennes et du monde entier. Ankara affirme que 2500 mercenaires russes combattent aux côtés de Haftar, ce que dément Moscou. L'homme fort de l'Est est également soutenu par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte, des rivaux régionaux de la Turquie. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite à Tunis ce jeudi, a souligné lors de son passage au Caire le risque d'escalade du conflit en Libye. La Turquie a vocation à être un acteur important en Méditerranée orientale, a vocation à être un pilier de la stabilité de cette zone, mais elle ne peut le devenir que si elle respecte le droit de la mer et accepte de s'inscrire dans un dialogue avec les autres pays riverains. Mercredi soir, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, a salué dans un communiqué l'appel au cessez-le-feu, sans toutefois dire s'il allait s'y conformer. Côté onusien, l'émissaire des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, s'est félicité de l'initiative russo-turque. Il travaille actuellement sur l'organisation en janvier à Berlin d'une conférence internationale sur la Libye dans le but de mettre fin aux interférences étrangères dans le pays. Sur le terrain, les combats font toujours rage au sud de Tripoli où les pro-Haftar tentent d'entrer dans la ville, encouragés par leur conquête éclair de la ville de Sirte, verrou stratégique entre l'est et l'ouest de la Libye. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rougeole a tué plus de 6000 personnes en République démocratique du Congo depuis janvier 2019, la pire épidémie de rougeole au monde. La maladie a fait 3 fois plus de victimes que le virus Ebola. La dernière épidémie de rougeole a été déclarée dans le pays en juin et en septembre dernier,
le pays a lancé une campagne de vaccination d'urgence dans plusieurs régions, comme ici, dans le Nord Kivu. Ceux qui arrivent malades sont traités gratuitement. Nous recevons chaque jour environ 3 à 5 enfants qui ont contracté la rougeole. Nous avons les médicaments pour les soigner. L'Organisation mondiale de la santé souligne que 40 millions de dollars supplémentaires en fonds d'urgence sont nécessaires de la part des donateurs pour un plan de vaccination de 6 mois pour les enfants. La rougeole est une maladie hautement contagieuse causée par un virus qui attaque principalement les enfants. Les complications les plus graves sont la cécité, l'enflure cérébrale, la diarrhée et les infections respiratoires graves. J'ai entendu dire que la rougeole tue les enfants et c'est pour cette raison que j'ai amené mes 6 enfants pour les faire vacciner. La propagation rapide de la rougeole en RDC a suscité beaucoup moins d'attention que l'épidémie d'Ebola qui sévit également dans l'est du pays depuis août 2018. Cette épidémie a tué plus de 2230 personnes. Les efforts visant à enrayer la propagation du virus Ebola et de la rougeole sont entravés par le manque d'accès aux soins et les troubles sécuritaires à travers le pays, en particulier dans l'Est. Solange, la jeune activiste Baguili, tient à nous montrer son village Kilombo, où se trouve loin derrière cette palmeraie un campement de 80 personnes, toutes Baguili. Mais à notre grande surprise, nos caméras ont été interdites d'entrer au village par les responsables du groupe agro-industriel Sokapal. Toute la communauté est fâchée par rapport à ça, que ce n'est pas bien. Ce que vous êtes en train de faire là, après vous allez dire que nous vivons, nous sommes en collaboration. Nous sommes en collaboration comment? Tant que les gens qui viennent pour nous aider, vous les défendez, de ne pas venir, de ne pas connaître même notre mode de vie, de ne pas connaître même notre village. Quelques jours plus tard, nous parvenons à filmer la petite communauté Baguili du village Kilombo. Mais elle a été déplacée dans un cadre soigneusement choisi par l'agro-industrie Sokapal. Ce jour, les enfants Baguili scolarisés reçoivent des dons de la société. Nous avons constaté les conditions précaires dans lesquelles ils fréquentent. Voilà pourquoi nous avons confectionné quelques tables bancs et des tableaux pour continuer à les accompagner. Pas un mot sur les plaintes de ces autochtones. La direction de la société n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Mais à Kribi, cité balnéaire, le désarroi des Baguili est un sujet qui préoccupe à la chefferie supérieure. Lorsqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose entre les Baguili concernant le foncier et nous, les Mabi, automatiquement, nous nous mettons d'abord derrière le Baguili. De nombreux Baguili de ce village ont été forcés de retourner vivre en forêt en attendant une solution à leur situation. Emmanuel Jelouta pour VOA Afrique, Yaoundé. Sur l'initiative du collectif tchadien contre la vie chère, les tenanciers des bars et magasins d'alimentation ont fermé boutique pendant 2 jours pour protester contre l'augmentation des prix des différentes bières et boissons non alcoolisées par les brasseries du Tchad. Une augmentation qui fait suite à la hausse des taxes sur les prix des produits prévus dans la loi des finances 2020 par le gouvernement tchadien. Cette grève n'a pas été sans conséquences négatives sur l'économie. Il y a eu d'abord mes ventes par rapport à l'augmentation des prix et encore la fermeture de 2 jours. Donc ça a vraiment joué sur nous. Nous avons l'habitude de vendre au moins 8 à 10 casiers par jour, ce qui nous fait un bénéfice de 10 000, 15 000 francs. Et les 2 jours où on a fermé, on a pratiquement perdu cette somme. Les bénéfices par jour varient d'un quartier à un autre. Certains tenanciers ont perdu gros, mais c'est le prix à payer pour se faire entendre. Moi particulièrement, je fais au moins 100 quelques mille de bénéfices par jour. Mais si les 2 jours je suis resté sans activité, vous voyez, c'est plus de 200 000. Je ne suis pas intégré à la fonction publique, donc c'est avec ça que je vis. Aujourd'hui, moi je pense que je perds 200 000 en 2 jours. C'est quand même quelque chose, c'est costaud. Je suis choqué, mais comme c'est une lutte, je ne peux que supporter.
Avec cette perte, certains tenanciers pensent qu'il serait difficile pour eux de s'acquitter de leur devoir, celui de payer des taxes à l'État tchadien. On est au début de l'année et il est question qu'on paye nos taxes et autres à l'État, mais puisque ça a commencé, on ne pourra pas faire maintenant. Parce que et les clients ne viennent pas et il y a un manque à gagner chez nous. Aussi, nous ne savons pas où trouver maintenant l'alcool pour venir vendre. Les bars ont rouvert leurs portes ce mercredi, mais les clients se font de plus en plus rares. On paye la glace et puis il n'y a même pas de clients. On va fermer les maquis parce qu'il n'y a même pas de bénéfices. Parce que les mairies sont là, les impôts aussi sont là, loyer aussi. On ne peut pas sortir. Malgré le coup, les tenanciers se disent déterminés à refermer boutique jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. André Kodoumadingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Oui, Jacques, vous l'avez dit, le salon de l'électronique de Las Vegas est considéré comme le plus grand et le plus influent événement technologique au monde. C'est ici que les plus grandes marques font des affaires et que les innovations les plus pointues voient le jour. Et Jacques, cette année, le nombre de start-up africaines au CES a presque quadruplé. La délégation ou les délégations venues du Sénégal et du Maroc présentent toute une panoplie de produits et services à la pointe de la technologie, de l'intelligence artificielle à la réalité augmentée, en passant par les outils financiers dédiés au secteur agricole. Les innovateurs africains sont venus réclamer leur place au cœur de la scène mondiale tech. Je m'arrête un instant pour vous proposer de découvrir quelques-uns de ces innovateurs dans le sujet qui suit. Pour Mohamedou Lamine Kébé, président et CEO de la start-up Tolbi, tout est parti d'un simple constat. Les agriculteurs perdent 50 à 80% de leur eau d'irrigation. Ils perdent de l'argent, ils perdent aussi en rendement. Des solutions comme Tolbi vont permettre aux agriculteurs d'économiser en eau, d'économiser aussi en facture d'eau, que ce soit en pétrole pour faire l'irrigation, mais en même temps aussi ça va permettre d'augmenter le rendement parce qu'aujourd'hui avec Tolbi, vous donnez exactement ce que la plante a besoin et vous n'aurez ni de stress hydrique ni aussi d'engorgement racinaire. Grâce à un dispositif appelé Tolbi Sensor, les données du champ sont collectées à travers des capteurs et sont traitées selon des algorithmes bien élaborés qui, selon le type de culture, calculent le besoin en eau et le communiquent à l'agriculteur sur Internet ou par téléphone. Et pour que sa technologie soit plus adaptée, Tolbi va encore plus loin en y ajoutant de l'assistance vocale en langue locale. Donc Simca, c'est une technologie de voix locale qui permet aux agriculteurs qui font de l'agriculture intensive de pouvoir interagir avec les dispositifs en langue locale, que ce soit en Wolof, en Pulaar ou d'autres langues africaines. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs sénégalais reconnaissent les bénéfices d'une irrigation automatisée, pour Mohamedou et son équipe, les débuts n'ont pas été faciles. Au début, amener une technologie à des régions africaines, surtout dans le monde rural, c'était assez difficile. Donc on a très tôt compris cela, on a fait des séminaires de formation, on a expliqué aux agriculteurs en quoi vraiment les technologies IoT pouvaient leur aider à développer beaucoup plus leur domaine d'activité. Et avec des formations d'une semaine, on a su leur convaincre. Aujourd'hui, ils réclament la technologie. Désormais, pour le jeune ingénieur, il est temps de voir plus grand. Quand on développait la technologie, on était des étudiants dans des laboratoires. Donc on faisait les cours le matin, le soir, la nuit, on développait sur la technologie. Donc ça nous a pris 1 an en étant à l'école. Après 3 mois pour faire de l'exécution rapide. En ce moment-là, c'est terminé. Donc les perspectives, c'est de travailler aujourd'hui avec les business. Ça veut dire faire du B2B, déployer en masse et toutefois aussi faire des levées de fonds. Et aujourd'hui, est-on tenté de dire au CES de Las Vegas, ces rêves pourraient bel et bien devenir réalité. Bonsoir à tous. Le Real Madrid a largement dominé Valence 3-1 lors de la Supercoupe d'Espagne hier à Jeddah en Arabie Saoudite et s'est ainsi qualifié pour la finale organisée dimanche et qui n'a pu remporter depuis 2017. La finale opposera le Real Madrid au FC Barcelone ou à Atlético Madrid qui s'oppose en seconde demi-finale ce soir à 19h temps universel. L'entraîneur du Real se dit satisfait de la prestation de tous les joueurs.
En football, la nouvelle saison est souvent marquée par des transferts des joueurs qui sont soit prêtés, soit achetés. Voici quelques footballeurs qui sont concernés cette saison. Le milieu de terrain ivoirien Fousseni Koulibaly a prolongé son contrat avec l'Espérance de Tunis jusqu'en 2023. Le milieu de terrain offensif tunisien Oussama Daraghi rejoint la JS Kabylie. Le Niçois Ibrahim Cissé de la Côte d'Ivoire a été prêté sans option d'achat jusqu'au 30 juin au club du FC Famalicão de première division du Portugal. Ariam Mendy n'évoluera pas à Lens jusqu'à la fin de la saison. Cette semaine, l'arrière-gauche sénégalais a rejoint l'US Orléans sous forme de prêt assorti d'une option d'achat de 2 ans. L'attaquant ivoirien Yohan Bouli quitte la Belgique et s'engage en faveur du club saoudien d'Al Rayyan contre environ 3 millions d'euros. Reims a officialisé pour 5 saisons le contrat d'El Bilal Touré, le champion d'Afrique junior 2019 avec le Mali. Le défenseur international comorien de Cayenne, Youm Zahri, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Pau. Le Burkinabé Yacouba Koulibaly, le latéral gauche du Havre, a été prêté au Paris FC jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain sénégalais Badou Ndiaye de Stoke City a été prêté au Turc Trabzonspor jusqu'à la fin de la saison. Et le milieu de terrain ivoirien Geoffroy Serré-Dié s'est engagé pour 6 mois avec Neuchâtel Xamax où il avait déjà terminé la saison dernière. Concernant le rallye, le vétéran espagnol Carlos Sainz a rappelé qu'il faudrait compter sur lui sur le Dakar 2020 en remportant la 5e spéciale mercredi entre les grandioses rochers d'Al-Oula et les terrains sablonneux de Haïl en Arabie Saoudite. Il a remporté son duel avec Nasser Al-Attiyah. Dans la catégorie moto, l'Australien Toby Price a remporté ce jeudi la 5e étape du Dakar 2020, décrochant sa 2e victoire d'étape. Le Britannique Sam Sunderland, vainqueur en 2017 et 6e au général au départ de l'étape, a dû renoncer après une grosse chute au milieu de spécial. Demain vendredi, le Dakar quitte Haïl et rejoint la capitale Riyad pour une longue étape de 830 km avant de s'offrir une journée de repos samedi. Hockey sur glace, suivant les résultats du match du championnat professionnel nord-américain de hockey disputé hier mercredi, Toronto a été battu par Winnipeg 34. Philadelphie a battu Washington 3-2 et Los Angeles a vaincu Dallas 1-2. Voilà, c'est tout pour le journal aujourd'hui, Jacques. Merci bien, Nanit. À demain. Fin de ce journal, à demain. Merci.